suis Aline Vintendre, maîtresse de conférence à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, à l'UFR STAPS. Je suis ravie de venir ici, de répondre à l'invitation de Mehdi, évidemment, et de me joindre à ce collectif. Et je suis aussi présidente de l'AEPS de Reims, donc je suis engagée aussi au sein de l'AEPS. Et j'appartiens au groupe analyse de pratique de l'AEPS, voilà, de la nationale. Donc j'espère que la présentation vous plaira. En tout cas, on va essayer un petit peu de vous bousculer avec Mathieu ce soir. Voilà, un peu moins conventionnel que peut-être ce que vous avez envie d'entendre. On verra. Bonjour à tous. Donc moi, je ne suis pas président. C'est déjà un peu moins bien. Et je viens de Lyon. C'est un peu moins bien aussi. C'est un peu moins bien aussi. Donc aujourd'hui, en fait, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de vous présenter une approche assumée comme étant féministe. On a mis féministe et égalitaire, mais en fait féministe aurait suffi. Pourquoi on a mis égalitaire? Pour pas que certaines personnes se sentent exclues de cette approche, mais en fait une approche féministe, c'est une approche de fait égalitaire pour tous et pour toutes. Donc on va essayer de faire une présentation qui dure 45 minutes pour essayer d'avoir le maximum d'échanges, et c'est ça. Ok. Bon désolé. Ok, donc on reprend. Donc l'idée c'est de partir sur 45 minutes pour avoir beaucoup d'échanges et réagir à nos propositions. Donc concernant notre approche qui revendique l'engagement féministe, on s'inspire beaucoup d'un ouvrage de Froide-Vométrie qui traite de l'autonomisation et des différentes vagues de féminisme. Donc la première direction de cette approche-là, elle consiste à lutter contre les inégalités liées au genre, qui peuvent être de trois sortes. L'inégalité d'accès à un service ou à une pratique, l'inégalité de traitement, donc est-ce que les personnes sont traitées de façon équivalente en fonction de leur origine sociale, en fonction de leur sexe, et l'égalité de reconnaissance a trait à la valorisation équivalente d'une diversité de goûts, de pratiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez classique quand on travaille sur l'égalité garçon-fille, homme-femme. Donc c'est trois formes d'inégalité qu'il faut garder en tête. Les deux points qui suivent, pour nous, constituent plutôt l'originalité de notre présentation aujourd'hui. Donc la première, c'est de partir d'un constat qu'on va essayer d'étayer progressivement, suivant lequel il y a une tendance à l'autoréification corporelle. C'est quoi l'autoréification corporelle? En fait, c'est très très simple. C'est la tendance à considérer son corps comme étant un objet qu'on peut manipuler, un objet sur lequel on peut agir, là où il y a un enjeu à devenir son corps, c'est-à-dire à devenir sujet, un sujet incarné. Donc ne pas traiter son corps comme un moyen, comme un objet qu'on peut manipuler, mais apprendre à devenir soi-même un être incarné. Donc là, je vous exposerai quelques exemples de cette tendance contemporaine à s'auto-réifier. Donc le corps des personnes n'a pas toujours appartenu aux personnes. Il appartenait parfois à la religion, il appartenait parfois à l'armée, etc., ou à la nation, lorsque les mères étaient uniquement considérées comme des procréatrices. Donc la tendance à la réification corporelle, elle n'est pas originale. Ce qui est original, actuellement, c'est la tendance à s'auto-réifier soi-même, c'est à se considérer soi-même comme un objet, alors même que l'influence de la patrie, de l'armée, de différentes institutions qui pourraient prendre possession de vous-même est beaucoup moins présente. Donc là, c'est des personnes qui d'elles-mêmes acceptent de se considérer comme des objets. Et là, pour nous, c'est une tendance qui est complexe et contre laquelle il faut lutter. Et donc, dans l'ouvrage de Froide-Vométrie, il y a vraiment cette idée que le corps des femmes a été considéré comme un bien à disposition des hommes, un système patriarcal en général, et que les femmes, en fait, étaient engagées dans un destin qui était prédécidé pour elles. Et donc là, comment permettre aux sujets, hommes et femmes, de devenir un corps autonome avec une capacité de choisir et de se subjectiver. Et donc la troisième tendance qu'on veut essayer de mettre en avant, c'est la tendance à l'invisibilisation des vécus
corporelle des femmes, mais aussi des hommes. Et donc, une vague récente du féminisme, c'est ce qu'on appelle le féminisme génital, c'est-à-dire accepter de parler des vécus singuliers, donc, qui peuvent être diversifiés, des femmes qui elles-mêmes peuvent être différentes. Donc voilà les 3 engagements qu'on a envie de développer aujourd'hui. Le premier, la lutte contre les inégalités, c'est quelque chose d'assez courant. Les deuxième et troisième, c'est quelque chose qui, de notre point de vue, c'est un peu plus original et c'est surtout très en prise avec des enjeux éthiques actuels. Donc juste pour faire un petit point rapide sur un diagnostic qui peut paraître quand même assez préoccupant aujourd'hui, où le poids des socialisations corporelles familiales continue à être très important. Donc là, c'est une étude de l'INJEP sur le savoir nager, donc les collégiens à 13-14 ans qui sait nager. Et donc on voit qu'il y a toujours un écart entre les hommes et les femmes, donc entre les garçons et les filles, et que cet écart, il s'amplifie lorsque les enfants ont au moins un parent d'origine étrangère. L'exemple le plus caractéristique, c'est les collégiens ou collégiennes dont au moins un des parents est turc. L'écart peut être de 30 points. Donc ça, c'est vraiment le poids de la socialisation corporelle extra-école, extra-EPS, mais contre lequel il faut agir. Deuxième influence qui est très marquante, c'est le degré de sportivité de sa mère. Donc quand vous avez une mère sportive, vous avez 10 points de plus en termes de probabilité de savoir nager. Je vais vous donner comme ça quelques diagnostics. Donc là, c'est un texte de Marie-Carmen Garcia et Cécile Otogali qui travaillent uniquement sur l'indicateur des licences fédérales. Et en fait, on voit qu'il y a une seule catégorie d'âge où c'est garçons et filles qui ont le même nombre de licences. Et à partir de 5 ans, ça y est, la différence est créée. Et en fait, la différence ne va faire que s'amplifier à l'adolescence. Et donc, c'est des écarts qui peuvent aller jusqu'à 2,5, donc 2,5 fois plus de licences chez les garçons que chez les filles, et ça se crée à partir de 5 ans. Donc l'EPS doit prendre en considération ces différences. Dans un autre rapport de l'INJEP sur la pratique des collégiens, on voit qu'il y a un collégien sur 5 qui ne fait pas de sport en dehors de l'EPS, c'est quand même massif, et dans ces 20%, les filles sont représentées à plus de 2 tiers. Voilà, 2 tiers. Donc c'est quelque chose qui est énorme et ça participe de la lutte contre les inégalités liées à la socialisation familiale précoce. Donc là, on a vu les inégalités d'accès essentiellement. Là, on va plutôt parler des inégalités de traitement et de reconnaissance. Donc, on a travaillé avec une collègue sociologue sur une méthode de musculation qui a été la méthode qui a vendu le plus d'ouvrages dans l'histoire de l'édition sur le sport. C'est la méthode Lafay, qui date en gros du 2004-2005. Et donc, en fait, on a essayé de comparer le traitement qui a été proposé par Olivier Lafay des hommes et des femmes. Donc, il a produit un ouvrage en 2004 et un autre en 2005. 2004, c'était neutre, méthode de musculation, et en 2005, méthode de musculation au féminin. Et en fait, dans l'ouvrage, la différenciation homme-femme, c'est énorme, à la fois en termes de mise en œuvre, de mise en scène du corps des femmes. Donc on ne comprend pas en fait ces genres de postures qui n'ont rien à voir avec une pratique de musculation, postures qui n'existent pas dans la méthode pour les hommes. Le nombre d'exercices proposés aux femmes est largement inférieur à celui qui est proposé aux hommes. Tous les exercices complexes, non triviaux, les femmes n'y ont pas accès. Pour les hommes, c'est environ 13 niveaux de performance. Pour les femmes, c'est entre 1 et 3. Donc il y a vraiment une trivialisation, c'est-à-dire la pratique des femmes, elle est banalisée, elle est considérée comme médiocre. Bien sûr, les zones corporelles ciblées chez les femmes, c'est vraiment une entrée purement anatomique, les fesses, les cuisses, le ventre, le périnée que l'homme ne doit pas travailler dans cette méthode de 2004. Et ensuite les finalités,
Chez les femmes, c'est purement correctif, donc raffermir, retonifier, comme si par défaut c'était pas ferme et pas tonique, tandis que chez les hommes, il y a vraiment l'idée de performance à accroître. Autre exemple de trivialisation des sportives. Donc là, si on s'intéresse aux sportifs et sportifs de haut niveau, moi j'ai produit une réflexion sur les morphologies hors normes, donc vraiment colossales. Et ce que je demande souvent à mes étudiants, c'est lister le nombre d'hommes sportifs de haut niveau que vous valorisez pour leur physique hors norme. C'est un nombre très très important que vous allez pouvoir prendre. Donc là, il y en a 2 qui ont des physiques hors normes différents. Et quand on s'intéresse aux femmes qui ont un physique hors norme, en fait, il y en a déjà très très peu. Et quand elles existent, elles ne sont pas valorisées. Donc je vous donne quelques exemples. Donc, Semenya qui a eu sa carrière interrompue, Iman Khelif qui n'a pas pu combattre pendant des années, Chris Cyborg qui a été accusé d'être un homme pendant toute sa carrière, et les personnes qui ont une valorisation plus importante, donc là on a la meilleure crossfiteuse de tous les temps et Mélina Robert-Michon, pour s'accepter, pour se faire accepter, ça a dû demander à chaque fois un travail, tandis que Teddy Riner n'a jamais eu à faire un travail pour accepter sa corpulence. Donc dès qu'une femme produit une performance et une morphologie hors norme, elle est nécessairement mise en doute. Il y a un procès, est-ce qu'elle est intègre au niveau du dopage? Est-ce que c'est réellement une femme? Et donc en fait, on veut que les femmes restent dans la limite du trivial. On ne veut pas qu'elles performent, on ne veut pas qu'elles surperforment. J'en arrive à un autre aspect qui nous préoccupe actuellement dans le diagnostic, c'est la tendance à s'auto-réifier, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il se trouve que j'ai vu le même jour 2 reportages de Martin Veil sur TMC que je vous conseille absolument. Le premier, ça parle des gourous de la virilité. Et le deuxième, c'est sur le business OnlyFans. Donc sur les gourous de la virilité, donc on voit des hommes qui se revendiquent masculinistes et qui vont utiliser la musculation pour montrer leur domination. Et dans le reportage, il y a un moment où cet influenceur-là, que certains peut-être connaissent, nous montre sa morning routine. Donc d'abord, c'est se taper très très fort sur les paumes, sur les mâchoires pour faire ressortir la saillance de ça, donc c'est hyper violent. Ensuite, donc il se prépare son visage pendant 1 heure, puis il va prendre son petit-déj à base de protéines, testostérone, etc. Donc il n'y a pas de vraie nourriture. Et ensuite, il va à la salle où il fait une musculation particulière, que je développerai après, et où il y a une tendance à se prendre en photo dans certaines positions, etc. Donc là, il y a vraiment une propension à se traiter soi-même comme un objet qu'on peut manipuler en se tapant pour faire ressortir, qu'on peut à chaque fois soumettre à de la chimie, et qu'ensuite on peut, dans la musculation, se traiter comme un objet en faisant différentes parties du corps de façon analytique. Dans le business de l'intime, donc là, c'est plutôt des jeunes étudiantes, par exemple, qui vont se faire un compte OnlyFans, et puis au début qui pensent que bon voilà, ça leur rapporte quelques centaines d'euros, et c'est plutôt cette banalisation en fait qui interroge le fait de considérer comme complètement acceptable de s'auto-réifier et de se diffuser. Dans ce reportage là sur les gourous de la virilité, je reviens juste, si aujourd'hui vous avez 15 ans, vous créez un compte sur n'importe quelle plateforme, au bout de 7 minutes on vous propose une vidéo masculiniste. Donc il y a vraiment une ampleur qui devient très très importante. Bien, et on arrive à au troisième élément dont Mathieu vous a parlé, donc la longue visibilisation des vécus des sportives. Ah oui, non, pardon, je manipule pas bien le... Alors, cette image, elle est extraite d'une radio canadienne. Donc, vous voyez une sportive enceinte. C'est une image qui choque certains ou certaines. C'est une image qui est peu habituelle. Et donc, on a tendance à camoufler finalement ce corps génital, ce corps de la femme, et notamment ce corps de la sportive. Et vous allez le comprendre progressivement dans la présentation qu'on fait aujourd'hui. Moi, je m'intéresse particulièrement à cette question-là actuellement.
Alors, au niveau des grossesses, eh bien, on a maintenant des sportifs qui commencent un petit peu à s'opposer à cette dynamique, finalement, d'invisibiliser le corps des femmes, parce que je peux être sportive, mais aussi vivre mon corps de femme. Donc, vous le voyez ici à travers 2 articles, et une revendication aussi au JO, avec des athlètes, finalement, même à 7 mois de grossesse, qui se sont engagés en escrime sur des compétitions. Et puis, il y a une étude qui a été menée par Agathe Dumont dans le cadre des arts du cirque et qui a questionné la possibilité de pouvoir mener sa carrière de circassienne en étant enceinte, et puis au fait que finalement les femmes et les circassiennes ou les sportifs de haut niveau ne sont absolument pas accompagnées dans la possibilité finalement d'envisager le fait d'avoir une carrière sportive, mais aussi d'avoir une maternité. Elle le met en évidence dans cet extrait d'entretien, à savoir qu'elle ne pouvait pas imaginer à quel point la grossesse aurait des effets sur son périnée et après sur sa capacité à performer. De manière globale, le corps de la femme et le corps de la sportive est finalement invisibilisé parce qu'à partir du moment où je suis une sportive, je dois me comporter entre guillemets comme un homme. Mais vous l'avez vu avec Mathieu, quand je suis trop comme un homme, eh bien, il y a aussi suspicion finalement de ne pas être une femme. Et puis, on voit malgré tout des études qui apparaissent, donc le travail d'Agathe Dumont, le travail aussi de Magali Cisorne, actuellement aussi sur les circassiennes, avec des publications à venir, et puis un autre travail qui a mis en évidence qu'effectivement, peut-être qu'il y a nécessité d'avoir une collaboration entre les sportifs, les coachs, les sages-femmes pour pouvoir accompagner les sportives. Mais très concrètement, on a une très lente visibilisation du corps des femmes. Moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement actuellement, c'est la question des menstruations dans l'activité physique et sportive. Et puis, on sait aussi que cette question des menstruations, elle est fortement invisibilisée. Alors, les médias, progressivement, et certaines sportives commencent à visibiliser cette question-là. On a donc Estelle Nzeninko, handballeuse, qui a un petit peu mis en évidence le fait qu'effectivement, les sportives n'étaient pas accompagnées, et non plus par rapport à leur performance. Donc, on est sur des dimensions plutôt physiologiques. Et puis, on a aussi la capacité de certaines sportives à assumer ce corps et pour pouvoir performer, eh bien, visibiliser, non sans scandale, eh bien, les menstruations, puisque vous voyez que l'entrejambe de cette triathlète eh bien, est tachée et elle assume parfaitement de ne pas porter de protection hygiénique pour pouvoir performer dans le cadre de son épreuve. Mais malgré tout, on a quand même des avancées. C'est-à-dire que, par exemple, à Wimbledon, vous savez que normalement, la tenue traditionnelle, c'est le blanc, et que le règlement a changé, il me semble, depuis 2023, justement pour aider les sportives, parce que porter du blanc quand vous cherchez à performer alors que vous avez vos règles, eh bien, c'est parfois très compliqué, et on a donc l'esprit un peu ailleurs que dans sa performance. Mais malgré ces avancées, vous voyez que cette jeune tenniswoman a été obligée de justifier le port de son sous-vêtement vert parce que le juge-arbitre était gêné par le fait qu'elle ne porte pas de sous-vêtement blanc alors que cette femme avait ses règles et qu'elle voulait juste venir faire son match de tennis en respectant un règlement mais qui a été remis en question. Et puis enfin, on a une badiste, il y a quelques mois, qui a aussi été pénalisée parce qu'elle avait ses règles, une petite dédicace à Olivier Dieu, n'est-ce pas ? Elle avait ses règles, et dans une compétition internationale, c'est pas pour les règles, hein, la dédicace à Olivier Dieu. Et dans cette compétition internationale, eh bien, elle a été pénalisée parce qu'elle a mis trop de temps, elle a demandé à aller aux toilettes, elle avait ses règles, elle a dû changer ses protections hygiéniques, elle a mis trop de temps, donc elle a été pénalisée lors de cette compétition internationale. Donc vous voyez qu'il y a encore du chemin à faire par rapport à cette question-là, et je y reviendrai un petit peu plus précisément à partir du moment où on va parler de PS. Donc là, on a fait un peu le tour du diagnostic sociétal, contemporain, qui nous semble relativement préoccupant lorsqu'on veut essayer de défendre une EPS féministe, c'est-à-dire égalitaire, et avec toutes les directions qu'on a pu mettre en évidence. Donc maintenant, il va falloir se positionner et voilà ce que nous, on veut essayer de défendre. Donc, je reviens par rapport au titre, donc une EPS féministe et égalitaire, et je vous avais dit que égalitaire était en trop, mais qu'on l'avait mis juste pour faire redondance et pour ne pas inquiéter les hommes qui pourraient se sentir exclus du féminisme.
Donc le féminisme, c'est quoi? C'est travailler, donc il y a plein de vagues, il y a plein de diversités, mais si on le synthétise, c'est travailler à la déconstruction d'un système de bicatégorisation associé à une hiérarchisation au profit de la mise en domination de certaines catégories par d'autres. Donc, gardez bien en tête que le masculinisme, c'est pas le pendant pour les hommes du féminisme, parce que le but du masculinisme, c'est de travailler à la domination. Le but du féminisme, c'est de déconstruire ces logiques de hiérarchisation et de domination au profit de l'égalité pour tous et pour toutes. Donc ça, on garde en tête cette idée-là. Et par rapport à la logique d'autoréification dont on a parlé tout à l'heure, assumer qu'on ne choisit pas de s'autoréifier. C'est des débats qui ont eu lieu depuis longtemps par rapport à la prostitution. Est-ce que la prostitution est une liberté de jouir de son corps ou est-ce que c'est une oppression? Certains pays scandinaves ont interdit la prostitution, sous-entendant qu'en fait personne ne choisit spontanément cette voie-là. Et quand on travaille, donc ça fait encore débat dans les milieux féministes, quand on travaille statistiquement sur d'où proviennent les prostituées, il n'y a pas de choix lorsque plus de 80% des prostituées ont été abusées sexuellement durant leur enfance. Donc est-ce qu'on peut considérer qu'on choisit librement de s'autoréifier? La position très claire qu'on avance là, c'est que ce n'est pas un choix, c'est juste un système d'injonction qu'on a incorporé, et on l'a tellement incorporé qu'on pense que ça vient de notre libre arbitre, mais en fait c'est un système de disposition genrée qui a été approprié. Donc là, l'enjeu pour nous, c'est comment favoriser l'appropriation ou la réappropriation de son corps, autrement que sur un mode objectal. Mon corps n'est pas un objet, mon corps et moi, on est ensemble, on est des partenaires, et comment apprendre de son corps, apprendre son corps, se réapproprier, s'approprier son corps. Donc ça, c'est les positions philosophiques qu'on veut essayer de développer. Donc on assume clairement le fait de proposer des opérationnalisations en EPS hyper ancrées, hyper contextualisées dans les enjeux actuels. Et pour certains, ça pourrait être une logique opportuniste, une logique court-termiste. Le masculinisme, par exemple, c'est un mouvement qui est assez récent. Et pour autant, on considère que ça témoigne, ça rend visible des phénomènes de fond qui ne sont pas juste situés à une échelle de court terme. Pour autant, travailler sur ces défis éthiques, sociétaux, ultra contemporains, ne pourra se faire de notre point de vue qu'en assumant notre spécificité disciplinaire en EPS, c'est-à-dire travailler sur le développement des qualités physiques, l'apprentissage de techniques et l'éducation sensorielle. Et par rapport au diagnostic que je vous ai présenté tout à l'heure, Aline a travaillé sur l'aspect vécu du corps, moi sur les inégalités, sur la réification. Il ne faut pas qu'en tant que professionnel de l'EPS, on considère qu'on ne fait qu'hériter d'une situation sociétale extérieure à l'école et que nous, on l'entérine. Non. L'EPS, par certains de ses choix, va amplifier, va renforcer ses tendances à l'autoréification, aux inégalités et à l'invisibilisation des vécus des femmes et des hommes. Donc, certes, l'EPS n'est pas la seule instance de socialisation. La concurrence éducative est énorme par les familles, on l'a vu tout à l'heure, par les influenceurs, lifestyle, fitness, etc. Néanmoins, l'EPS peut rester une instance de socialisation, et lorsqu'elle a un pouvoir socialisateur sur les jeunes, elle ne peut pas se permettre d'entériner des logiques d'autoréification ou des logiques inégalitaires ou d'invisibilisation des vécus. Donc pour ça, on va vous présenter deux opérationnalisations. Je vais commencer et Aline va prendre la suite. Donc je vais parler de la musculation et je vais parler des dogmes qui sont tenaces dans le domaine de l'enseignement scolaire de la musculation. Le dogme qui m'intéresse le plus, c'est cette formulation ultra rigide des 3 thèmes d'entraînement. Ça participe d'un système d'orientation pédagogique qui ne sont même plus des choix pour les profs, qui sont juste des pratiques héritées de l'habitude, de l'inertie pédagogique, et qui amènent à un développement totalement réducteur pour nos élèves. Donc, je reviendrai après sur les 3 thèmes d'entraînement. Ça, c'est le premier pilier de ce système dogmatique dans l'enseignement de la musculation. Le deuxième, c'est une entrée anatomique et analytique du travail musculaire.
considérer qu'on peut faire une séance de bras, qu'on peut axer sur les jambes, etc. C'est favoriser chez les élèves la conception d'un corps comme étant un kit qu'on peut travailler de façon indépendante, qu'on peut manipuler comme un objet qu'on décompose, comme un Lego qu'on pourrait composer de façon analytique. Troisième pilier de ce système dogmatique, c'est la prévalence des machines guidées, qui va très bien avec l'approche anatomique où on localise une partie du corps à travailler. Et le dernier, c'est une référence sociale de l'enseignement scolaire de la musculation, qu'on n'avoue pas, mais qui est celle qui fonctionne, c'est-à-dire le bodybuilding, qui correspond avec ces deux dogmes-là, machine guidée ou approche anatomique. Donc, face à ça, il faut travailler à la déconstruction d'habitudes pédagogiques qui sont néfastes pour nos élèves, compte tenu des enjeux éthiques actuels, et qui surtout ne reposent sur aucune obligation institutionnelle. La première fois on a vu la formulation des 3 thèmes d'entraînement, c'était dans un document ressources en 2009-2010, en lien avec les programmes de l'époque, et c'était juste un document ressources, ça n'avait pas d'obligation institutionnelle. Après, il y a eu quelques documents certificatifs où il y avait explicitement les 3 thèmes, et voilà pourquoi les 3 thèmes ils posent problème. Donc là, c'était pour la session 2018. Mais même si ça remonte à très loin, en fait, les enseignants et enseignantes de PS continuent à croire pour beaucoup que c'est une obligation et de formuler 3 thèmes et de formuler ces 3 thèmes-là de cette façon-là. Donc quand on travaille sur un thème qui serait puissance ou explosivité, bon, on travaille sur un régime de force particulier. Pareil, si on est sur le thème tonification, on est sur de l'endurance de force, raffermissement, tonification. Ça doit vous faire penser à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la méthode d'Olivier Lafay, méthode de musculation au féminin, où les femmes ne doivent pas développer leur qualité physique, mais juste restaurer un état défectueux. On retonifie, on raffermit. Et donc là, c'est juste le législateur qui considère qu'il peut y avoir cette logique-là chez certaines personnes. Bien sûr, ça sera exclusivement chez les femmes, chez les jeunes filles. Et pour d'autres, recherche du volume musculaire. Donc sur les 3 thèmes d'entraînement, en fait, on associe un thème à un type de force, sous-entendant que tous les élèves et toutes les élèves n'ont pas besoin de tous les types de force. Et on voit aussi cette approche analytique qui est présente dans ce texte, qui pour le coup, lui, est institutionnel et prescriptif, avec la possibilité de choisir 2 groupes musculaires. Donc en fait, on a des textes qui, par le passé, nous ont précipité dans une logique de réification de son corps, c'est-à-dire je peux traiter mon corps comme un Lego, comme un kit, et en plus je peux associer certains élèves qui ne travailleront que certains types de forces. On nous précise bien ensuite dans ce même texte les mobiles que les élèves pourraient avoir. Je trouve qu'avoir des épaules bien musclées, c'est joli. J'aimerais avoir des pectoraux et des abdominaux bien visibles. Et donc, on nous définit aussi ce que c'est un groupe musculaire. Donc, c'est dans une zone corporelle. Donc, on légitime le fait, en 2018, d'avoir cette approche analytique, localisationniste de la musculation. Donc, moi, ce que je vais proposer ici, c'est vraiment prendre le parti inverse de cette approche analytique et assumer une approche fonctionnelle. Quand je disais tout à l'heure que l'EPS ne fait pas que entériner des différences sociétales, parfois elle les crée, elle les amplifie. Et ce travail de Mathieu Loriot et Dorian Demer, il est intéressant sur ce point-là, c'est qu'en fait, ils ont travaillé avec des lycéens entre le début et la fin de séquence de musculation, et en fait, le fait de pratiquer la musculation telle qu'elle est enseignée actuellement majoritairement en EPS augmente leur stéréotype de genre. Donc déjà qu'ils en ont à la base, travailler la musculation de façon analytique, anatomique, avec des machines guidées, etc., augmente les stéréotypes corporels de genre et conduit les élèves, garçons et filles, à dévaloriser des zones corporelles qui socialement sont plutôt attribuées à certaines catégories de la population. Donc là, on a vraiment une preuve que l'EPS ne fait pas qu'entériner, l'EPS crée des inégalités de genre et crée une tendance à l'autoréification corporelle chez les élèves. Et notre position, c'est que l'EPS ne doit pas créer, amplifier ces tendances-là, mais doit justement permettre à chaque élève d'advenir en fonction de son libre arbitre. Et cette phrase d'Annick Davis me semble fondamentale. Il revient à l'école et à elle seule
et ça c'est vraiment important, de créer les conditions de la liberté réelle des choix. Quand on formule les thèmes d'entraînement de façon rigide, avec trois thèmes associant chaque fois un thème avec un type de force, on ne donne pas la possibilité aux élèves de choisir. On entérine juste des tendances sociétales qui vont en plus être amplifiées au cours de la séquence. Parce que sinon, c'est juste la reproduction culturelle, la reproduction sociale et la reproduction familiale qui est maîtresse du jeu. Donc la valence émancipatoire de l'EPS, c'est juste permettre une liberté réelle des choix, et donc il faut permettre aux élèves d'avoir des réels choix. Et les thèmes ne sont pas des réels choix. Donc l'approche fonctionnelle de la musculation, pour moi, constitue une réponse face à notre engagement féministe. Donc on n'est pas les premiers à considérer ça. Charlie Ferrier, Aurélien Broussal ont parlé d'une musculation unisexe, et eux travaillent sur des mouvements d'haltérophilie. Pourquoi ? Parce que dans l'approche fonctionnelle en général et en haltérophilie en particulier, il y a 3 piliers: la force, la stabilité, la mobilité. Et donc ces qualités-là s'expriment dans des mouvements complexes, et on voit sur cette photo qui est intéressante, c'est que le déficit de mobilité qui est généralisé chez certains garçons vont empêcher la performance. Et donc pour devenir performant, il faut développer des qualités de force, mais aussi de mobilité et aussi de stabilité. Donc avec des collègues, on a proposé différentes approches fonctionnelles de la musculation, que ça soit en lien avec une approche qui s'appelle Strong First pour le travail de kettlebell, ou en CrossFit, avec l'idée que la force n'a pas de sexe, que tous les élèves et toutes les élèves ont besoin de tous les régimes de force, que l'entrée analytique n'est pas obligatoire, que dans les tendances actuelles en préparation physique, on est beaucoup plus sur le travail de coordination, de longues chaînes qui vont être à articuler dans le temps et l'espace, et qu'en fait, il ne faut pas amener les élèves à faire des faux choix. Le thème puissance, le thème prise de masse, etc., les élèves n'ont pas de choix, en fait. C'est juste leur prédisposition sociale, leur socialisation familiale et le pouvoir des influenceurs aujourd'hui qui vont décider pour eux. Nous, on considère que les choix ne doivent pas se porter là. Les choix doivent se porter sur des catégories de mouvements que chaque élève devra traverser. Par exemple, dans la musculation fonctionnelle, on a des mouvements de poussée, de tirage, de hinge, c'est-à-dire des flexions de la hanche, des mouvements de squat, et tous les élèves doivent passer par ces catégories de mouvements, qui sont impératives. De la poussée, du tirage, du hinge et du squat. Donc il y a maintenant des propositions dans le domaine de la musculation fonctionnelle. Donc là, je redis un peu les présupposés qui nous animent. La force n'a pas de sexe. Tous les élèves, toutes les élèves doivent pratiquer la force dans ces différents registres. Et le but d'une séquence de musculation pour nous en EPS, c'est d'apprendre des mouvements complexes. C'est pas de cibler une zone corporelle. Parce que là, on alimente et on renforce la tendance à considérer que la forme est plus importante que la fonction. On développe une fonction, être capable de faire des choses, gagner en autonomie motrice, mais on ne façonne pas la forme. Et donc pourquoi entrer par la musculation ? Parce que avec les tendances masculinistes qu'on voit, la musculation c'est le parangon, c'est le moyen de l'autoréification corporelle, notamment dans le fantasme masculiniste. Et donc il faut travailler à la racine du problème. La racine du problème, c'est la façon dont on envisage le corps et son renforcement par la musculation. Donc l'enjeu pour nous, c'est de travailler à une musculation repensée, dans une approche fonctionnelle, pour déconstruire cette tendance à l'autoréification. Et donc c'est cette musculation qui va pouvoir être égalitaire et qui va favoriser la réappropriation de son corps et non pas la perpétuation d'un traitement de son corps comme si c'était un objet. Et je finirai juste en vous disant qu'aujourd'hui, dans la société, il y a des mouvements qui refusent de laisser la force et la musculation aux masculinistes. Et je vous conseille à tous cet ouvrage-là très récent qui s'appelle « Douceur de la musculation » et qui montre qu'en fait, la force est depuis longtemps l'un des terreaux du système patriarcal. Et donc, il faut que toutes les personnes, notamment les personnes qui sont discriminées, se ressaisissent de la musculation pour retravailler la force. Et que la force, c'est pas nécessairement de la domination, ça peut être aussi de la confiance en soi. Et je laisse pour la deuxième opérationnalisation. Merci. Alors,
Donc là, on va passer sur la question de la visibilisation et notre engagement féministe. Je vais un peu vous bousculer. Je vais vous demander si vous êtes déjà interrogé, quand vous prenez en charge des élèves et des jeunes filles particulièrement en EPS, si finalement vous les accompagnez, ces jeunes filles, parce que entre les jeunes filles et les jeunes gens, les jeunes garçons, il y a quand même une grande différence à partir des classes de 6e, 5e, c'est qu'elles viennent en EPS et qu'une fois par mois, elles sont menstruées. Donc à partir de là, est-ce qu'on se pose cette question-là? Est-ce que la formation des enseignants est le corps des jeunes filles menstruées? J'ai envie de vous dire, d'une certaine manière, oui, puisqu'on n'en parle jamais. Alors, il y a eu un rapport de l'Assemblée nationale en 2020 qui a mis en évidence que dans le milieu médical comme dans le milieu scolaire, les menstruations n'étaient jamais abordées. Elles ne sont pas abordées. Les élèves ou les personnels dans le milieu médical n'accompagnent pas forcément les individus par rapport à cette question-là. Or, les jeunes filles qui sont présentes dans cette salle doivent bien le savoir, c'est quand même quelque chose qui arrive très régulièrement. Ce que l'on a repéré dans ce rapport, c'est qu'il y a un ensemble de recommandations et que dans le milieu scolaire, il serait intéressant de devenir un environnement bienveillant et de, à minima, comprendre le fonctionnement menstruel des jeunes filles pour pouvoir les accompagner. Alors on le verra, il y a encore du chemin. Il y a eu un rapport qui a été fait par l'association eCity. Alors bon, à prendre avec de la nuance, ce rapport il a le mérite de questionner les règles à l'école. Il met en évidence le fait que de nombreuses jeunes filles ne peuvent pas venir à l'école parce qu'elles sont menstruées, des jeunes filles qui ont des douleurs très très fortes, et puis ne peuvent pas pratiquer en EPS parfois parce qu'elles sont menstruées et que ça limite leur mouvement. Alors je vous dis, ce rapport, il faut faire attention parce qu'ils sont associés aussi à de grands industriels, donc il faut essayer de garder un petit peu son libre arbitre, mais n'empêche que les chiffres sont là et que ça peut poser quelques réflexions. Alors, pourquoi on en est là aujourd'hui? Parce qu'il y a un héritage. Les menstruations ont souvent été associées à la souillure, au fait que les jeunes femmes étaient impures. Il y a d'excellents ouvrages qui sont sortis il n'y a pas longtemps, et notamment celui de Tripaldi qui met en évidence la question des fluides féminins, qui était fortement analysé quand on travaillait sur la psychanalyse aussi des femmes. Donc on a un héritage quand même entre la folie des femmes, les fluides corporels et les menstruations qui sont quand même très enchevêtrés et qui posent des problématiques. Et on a un excellent article d'Anaïs Boyon qui a une approche historique aussi par rapport au positionnement des menstruations et de l'activité physique, que je vous invite toutes et tous à aller lire parce que ça peut nourrir à la fois l'écrit 1 et l'écrit 2, et qui montre qu'en fait il y a une domination des médecins vis-à-vis du corps des femmes. C'est vraiment un héritage, et que quand on avait un certain type de règles, il ne fallait pas pratiquer de l'activité physique. Quand on avait un autre type de règles, il fallait en pratiquer parce que ça allait activer. Et on revient à cette question du corps-objet, du corps des femmes qui appartenait à l'époque au milieu médical et qui était entre les mains des médecins, je dirais. Alors aujourd'hui, de plus en plus, vous l'avez vu avec la médiatisation, mais aussi dans le milieu de la recherche, on s'intéresse aux menstruations, et notamment chez les sportives, plus particulièrement pour favoriser la performance. Donc on commence progressivement à s'intéresser à leur vécu. Qu'est-ce qu'on repère? Eh bien, c'est qu'il y a des différences entre la performance vécue et la performance réelle quand les jeunes femmes sportives sont menstruées. On a des problématiques de dysménorrhée et d'aménorrhée, donc des grandes douleurs ou alors une absence de menstruation liée, je dirais, à un entraînement très important. Et puis, du point de vue de la gestion de ces sportives, eh bien, il y a des grands moments de fatigue, une crainte de la fuite, je reviens à Wimbledon, une gêne de manière globale corporelle, et puis la problématique de la protection hygiénique, l'obligation pour certaines jeunes filles, en tout cas ou jeunes femmes, elles le vivent comme ça, de porter un tampon. Donc c'est quand même relativement intrusif, un tampon, parce qu'on veut se protéger et être libre dans son mouvement, c'est ce que Always nous dit, on est libre grâce au tampon, je suis désolée, mais ouais, on peut performer grâce au tampon Always. Donc du coup, il y a cette question-là. Et puis il y a un grand élément, moi, qui m'intéresse, c'est la problématique des interactions entre les entraîneurs et les sportives. Donc les études montrent, quand on commence à s'intéresser un petit peu plus à cette question, eh bien que les coachs sportifs, que les entraîneurs, les entraîneuses ne sont pas forcément formés pour ça. Il
il y a une problématique de connaissance, il y a une problématique de « tiens, comment je l'aborde ?» avec les sportives. Et on retrouve cette même problématique, on va le voir, progressivement en EPS. Donc, à l'échelle internationale, on commence à se poser quelques questions par rapport à l'accompagnement des jeunes filles en éducation physique et sportive lorsqu'elles sont menstruées. Donc, il n'y a pas d'études actuellement en francophonie, on en trouve quelques-unes au niveau international. Qu'est-ce qu'elles montrent, ces études? On a l'étude d'Arvéal qui a cherché à repérer s'il y avait une relation entre les menstruations et le déclin de l'activité physique des jeunes filles. Le lien n'est pas réellement démontré, mais par contre, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on repère que comme les sportives de haut niveau, finalement, les jeunes filles en EPS vivent particulièrement, parfois de manière inconfortable, leur menstruation. Il y a des crampes, il y a de la fatigue, il y a des douleurs, des fois des fortes douleurs, parfois seulement, je dirais, des gènes. Il y a une crainte de la fuite qui est réelle, de l'inconfort. Et puis, il y a tout un ensemble de savoirs, de techniques qui sont mobilisées, qui sont construites progressivement par les jeunes filles pour pouvoir gérer les temps de pause, pour pouvoir gérer les protections hygiéniques, etc., avec des stratégies qui amènent parfois à des superpositions. Donc des jeunes filles qui peuvent mettre un tampon, une serviette hygiénique, aujourd'hui de plus en plus avec la culotte menstruelle, le tampon, la culotte menstruelle. Et de manière globale, on repère que finalement, les jeunes filles en EPS ont une pratique empêchée. Elles n'ont pas un mouvement libre. Donc, qu'est-ce que nous disent Arvéal? La plupart des filles ont déclaré ne pas se sentir préparées à être actives pendant leurs règles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la ménarche arrive, donc les premières règles chez les jeunes filles, eh bien, ce que nous disent ces auteurs, c'est qu'elles sont un petit peu prises au dépourvu. Et puis on pourra en rediscuter, moins le niveau de sportivité est grand, plus ça peut poser des difficultés à ces jeunes filles. Donc, dans le cadre actuel de mes travaux de recherche, j'ai obtenu un financement sur la question des menstruations et je fais une comparaison entre les jeunes filles en EPS en France et au Québec. Donc, pour la petite histoire, au Québec, on est dans une éducation physique et à la santé, tandis qu'en France, on est dans une éducation physique et sportive. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu comment les espaces de socialisation, donc culturels entre la France et le Québec, mais aussi les espaces de formation, amènent à peut-être des vécus différents chez les jeunes filles en fonction de leur nationalité, mais aussi en fonction du type d'établissement. Donc là, je vais vous présenter un ensemble de résultats qui vont être bientôt publiés dans une revue scientifique. Et donc, on va s'intéresser particulièrement aux stratégies professionnelles qui sont réalisées par les enseignants d'EPS en France. Là, je vais m'intéresser exclusivement en français. Et donc, à partir d'une série d'entretiens que j'ai pu réaliser avec des profs d'EPS, donc ce que j'ai pu observer, déjà de manière générale, même si ça n'apparaît pas sur les diapos, c'est que cette question n'est jamais discutée en formation. Elle n'est pas discutée en formation initiale, elle n'est pas discutée en formation continue. Elle n'est pas non plus discutée une fois qu'il y a les stages. Donc en fait, vous avez en responsabilité des jeunes filles qui sont réglées une fois par mois, mais cette question-là n'est jamais abordée. On s'étonne que les jeunes filles parfois s'engagent moins, on s'étonne qu'il y ait des stratégies parfois de retrait, mais en fait on ne s'intéresse absolument pas au vécu menstruel de ces jeunes filles. Donc avant de vous parler du vécu menstruel, ce qui m'a intéressé, c'était de savoir quels sont les gestes et les postures professionnelles des enseignants et des enseignantes d'EPS, donc avec différents types d'ancienneté, hommes, femmes, etc. Et donc cette étude, je l'ai menée avec notre ami, à tous les deux conjoints, Brice Fabien Ambrosini, qui travaille à l'UQAC au Québec. On repère donc des stratégies communes à la profession. La première stratégie, c'est d'inviter systématiquement les jeunes filles à pratiquer en EPS. Donc quand les jeunes filles viennent nous dire oh, on a un petit peu mal au ventre, ou je suis pas trop bien, etc. Bon, souvent les enseignants, ils repèrent assez facilement que ça peut être vis-à-vis de cette question-là. Eh bien, vous le voyez, je vous ai mis pas mal d'extraits d'entretien. On va faire en sorte que les jeunes filles pratiquent. On va essayer d'éviter de les laisser sur le côté, parce que c'est vrai que l'arrêt de pratique, c'est un petit peu un échec pour nous en tant qu'enseignants d'EPS. Si on a des élèves qui sont sur le côté, on n'est pas trop à l'aise. Donc laisser une jeune fille sur le côté, c'est un petit peu dérangeant, on incite à la pratique. Deuxième élément relativement positif et qu'on peut comprendre parce que pour certains enseignants c'est pas toujours évident, eh bien on va s'appuyer, on va soutenir la sororité entre les jeunes filles. Donc la sororité, si tout le monde n'est pas familier,
c'est la fraternité, mais en version meuf, hein, d'accord? Donc les jeunes filles qui se soutiennent entre elles. Et donc là, les enseignants repèrent toutes et tous que très souvent, eh bien, il y a une jeune fille, une tierce personne, c'est la jeune fille, la copine, qui va venir voir l'enseignant si elle n'est pas trop à l'aise. Et c'est vrai que les enseignants essayent de beaucoup s'appuyer sur les copines pour ne pas trop les perturber, et même quand il faut aller aux toilettes, donner des protections hygiéniques, etc. Les enseignants ont tendance à s'appuyer, à s'aider des copines pour conserver ce climat un petit peu bienveillant. En parallèle de ces stratégies communes, je dirais, donc qui n'ont jamais été discutées, mais qui sont révélées par, je dirais, du bon sens et des choix qui sont faits par les enseignants, on a des stratégies plus spécifiques, plus singulières qui ont émergé dans le cadre de ces entretiens. Eh bien, la première stratégie, c'est certains enseignants et certaines enseignantes, je fais exprès le choix de le mettre au féminin et au masculin, parce que ce ne sont pas seulement les femmes qui font ça, essayent d'établir un dialogue direct avec les jeunes filles et mettre des mots sur ce truc de filles. C'est-à-dire qu'on a des jeunes filles qui vont dissimuler, invisibiliser, camoufler, et les enseignants vont essayer, avec pudeur, tranquillement, d'essayer de les accompagner et dire « Ok, moi je suis au courant, je sais ce que c'est, et il n'y a pas de problème, on peut en parler et on peut quand même le visibiliser. » Mais je rappelle que ces enseignants n'ont pas été formés à ça. On identifie souvent que ce sont alors soit des femmes qui sont très sensibles à cette question, soit des hommes qui ont dans leur entourage, leurs compagnes, leurs sœurs, leurs filles, qui ont des problématiques liées à la question menstruelle et qui par conséquent vont être plus sensibles auprès de ces jeunes filles. Ce que l'on repère aussi, c'est que quelques enseignants essayent de s'assurer systématiquement que les jeunes filles disposent de protection hygiénique. Alors, vous l'avez vu à l'université, mais dans les établissements scolaires, ça se démocratise aussi. On a de plus en plus de distributeurs et on a de plus en plus d'enseignants qui travaillent avec les infirmiers et les infirmières pour avoir des trousses et accompagner les jeunes filles par rapport à cette question-là. Donc, même si on les accompagne, attention, la visibilisation, on le fait quand même en catimini, pas dans tout le groupe. Est-ce que tu as tout ce qu'il te faut? Oui. Est-ce qu'il y a une copine qui peut aider? Parce qu'il ne faut surtout pas mettre le mot devant toute la classe et devant ces jeunes gens qui pourraient être choqués, hein, les garçons, oulala, parce que souvent les enseignants nous disent ça ne fait pas partie de leur monde. Les menstruations, ça ne fait pas partie de leur monde. Pour autant, ils en parlent un petit peu en SVT. Donc il y a la question du stress aussi que les enseignants essayent de gérer avec les jeunes filles et donc de s'assurer qu'il n'y ait pas de problématique de tâches dans le cadre de l'enseignement de l'EPS. Ce que j'ai pu observer à travers les différents entretiens, donc là maintenant j'arrive quasiment à 25 entretiens, c'est cette dernière année et demie passée, et on repère que d'une certaine manière, même si ce n'est pas toujours formulé ainsi, c'est une problématique du quotidien pour les enseignants d'EPS. La première problématique, c'est l'organisation et la gestion des enseignements. Les enseignants ont souvent l'impression de courir après le temps. Donc finalement, il faut débuter le cours, il faut se dépêcher à lancer l'activité. On n'a pas toujours le temps de discuter avec les jeunes filles, on n'a pas tout le temps de les accompagner. Et puis, il y a aussi la défiance, il y a la réflexion sur est-ce que c'est une excuse ou pas. Donc on va tenir un carnet, parce qu'il ne faut pas déconner quand même. Hein. Ça fait 2 fois de suite qu'elle est surcotée, la jeune fille. Je vais quand même mettre une petite croix, parce que là, tu as tes règles. Je veux bien être sûre que la semaine d'après, tu n'auras pas tes règles de nouveau, parce que sinon, tu es en train de m'entourlouper. Et puis, il y a la question de la posture professionnelle, parce que les menstruations, c'est l'intime. Ça appartient au corps de la jeune fille. Donc, est-ce qu'on doit visibiliser finalement ça? Est-ce que ça doit être une question professionnelle, ou est-ce que ça appartient à l'intimité de la jeune fille? En fonction de la socialisation aussi des jeunes filles, et on ne va pas se mentir aussi en fonction de la religion, ce sont aussi des questions qui sont difficiles à aborder. Et comme il n'y a pas de formation auprès des enseignants, on ne sait pas trop comment s'y prendre, donc on est parfois aussi un petit peu maladroit. Mais qu'est-ce que nous disent les enseignants? C'est un gros chamboulement, c'est relatif à l'intime, il y a la question de la pudeur. Ce que j'ai vu malgré tout, dans les entretiens, avec des personnes qui sont géniales, ce sont des enseignants qui sont impliqués dans leur établissement, qui font plein de choses, etc. Mais on voit que malgré tout, il y a des maladresses. Il y a des maladresses dans le discours, il y a des maladresses dans l'accompagnement, et puis il y a parfois de la violence symbolique. Alors là, je remercie encore Isabelle qui est là, parce que là je vois qu'elle est... Voilà, comme ça je peux attirer son regard.
Donc Isabelle, elle m'a fait part dans le cadre d'un projet de recherche de souvenirs d'élèves en EPS. Et déjà il y a quelques années, eh bien, qu'est-ce que disent ces jeunes filles? C'est qu'elles ont des souvenirs traumatisants de l'EPS. Pourquoi? Parce qu'elles ont été stigmatisées. Elles ont été montrées du doigt parce qu'elles étaient menstruées et parce qu'à un moment donné, elles ne pratiquaient pas en EPS. Alors, voilà, l'enseignante m'a réprimandée devant la classe car j'avais une dispense de mes parents, car j'avais mes règles. Important de noter qu'en 6e, très peu d'élèves mettent des tampons. Et on m'a fait la remarque de plus, j'espère que tu ne feras pas le coup toutes les semaines. Une autre qui nous dit, j'étais dans la salle de permanence, l'enseignant d'EPS est venu me voir et il m'a dit, en gros, ça ne te dérange pas de te mettre un petit peu de manière dénudée à d'autres moments qu'en EPS, mais là par contre, tu as tes règles, donc ça pose problème. Donc il y a toujours la question de ce corps à disposition, de ce corps sexualisé, et puis attention, là les règles qui peuvent poser problème. Donc se pose la question de l'éthique. La visibilisation du corps, elle est importante, il faut prendre en compte le vécu des jeunes filles, mais comment on le prend en compte? Et encore une fois, les enseignants ne sont pas formés pour ça. Dans le cadre de mes entretiens, j'ai donc eu parfois des éléments un petit peu surprenants. Il y a des filles qui sont irréprochables, qui sont là toutes les semaines, donc qui ont le même corps que les autres, mais qui pourtant sont là tout le temps. Enfin donc qui utilisent peut-être des tampons que d'autres ne veulent pas utiliser. Et puis, alors vous comprenez que c'est la question du tampon qui pose problème, et notamment en natation. Est-ce que vous portez des tampons? Elles me disent non, on n'en porte pas. Beaucoup de filles ne mettent pas de tampons. Et on sent dans le discours des enseignants que ça pose problème, et particulièrement en natation. Et puis, la question des crop-tops. On a des jeunes filles ou des débardeurs à bretelles. Certains enseignants ne comprennent pas pourquoi les jeunes filles vont choisir des tenues un peu plus courtes, qui ramènent à un corps sexualisé, mais qui ne veulent pas pratiquer, mettre des tampons ou alors mettre des vêtements amples quand elles ont leurs règles. En parallèle, je me suis intéressée au vécu menstruel des jeunes filles. Donc j'ai fait des entretiens, et j'en fais encore actuellement, avec des collégiennes particulièrement qui ont leurs règles. Alors c'est quoi le vécu des jeunes filles qui ont leurs règles? C'est chiant, c'est dérangeant, j'ai besoin de calme. J'ai compris que c'était normal. Quand je n'ai pas EPS, je n'ai pas de douleur, parce que parfois l'activité physique aide certaines jeunes filles à passer la douleur. J'ai besoin de me défouler en EPS pour penser à ça. Je suis fatiguée, je m'énerve, je pleure pour rien. Donc on s'aperçoit, à travers les entretiens des jeunes filles, que le vécu menstruel, il est pluriel, on va y revenir, qu'il y a une sensibilité corporelle qui est modulée, elles identifient qu'elles ne sont pas tout à fait les mêmes quand elles ont leurs règles, elles ont des états affectifs et cognitifs modifiés, et elles ont un besoin de sécurisation corporelle. Donc vous avez vu que certains enseignants cherchent à avoir cette sécurisation, d'autres sont un petit peu plus maladroits. Donc finalement, les jeunes filles, quand elles viennent en EPS et qu'elles ont leurs règles, eh bien il y a une hétérogénéité corporelle. Elles vivent une expérience corporelle qui est singulière. Certaines ont des douleurs fortes, d'autres pas. Certaines ont des émotions exacerbées. Certaines ont une sensation d'écoulement, d'autres pas, qui peut être très gênant, cette sensation d'écoulement. Certaines ont des problématiques de concentration, d'autres pas, idem pour la fatigue. En termes de fonctionnement corporel, eh bien, elles n'ont pas toutes le même flux. Elles ont des cycles menstruels irréguliers. Donc quand les enseignants d'EPS mettent des petites croix pour tenir le registre des menstruations, parfois ils ne comprennent pas pourquoi ça fait il y a 15 jours, tu avais déjà tes règles, tu essayes de m'entourlouper. Oui, mais une gamine de 12 ans, elle peut avoir 3 semaines de suite ses règles en fait. Puis ne plus les avoir pendant 3 mois et de nouveau les avoir. Donc le système des petites croix, vous voyez, c'est un petit peu parfois gênant. La date de la ménarche, qui n'est pas la même, donc qui amène à un fonctionnement corporel différent. Et puis enfin, des durées des règles différentes. Il y a des jeunes filles qui ont leurs règles pendant 8 jours. Donc les profs ne comprennent pas pourquoi lundi dernier elles avaient les règles, elles reviennent en EPS le lundi d'après, elles ont toujours leurs règles, elles sont toujours pas bien. Oui, mais parce que des fois c'est un petit peu long. Alors, moi ce qui m'a intéressée, c'est de voir comment ces jeunes filles, elles agissent en EPS ensuite. Qu'est-ce qu'elles nous disent?
elles nous disent que déjà, elles cherchent à s'adapter et à adapter leur pratique. En général, rares sont les filles finalement qui se mettent sur le côté. Elles essayent de faire. Donc ça tombe bien, on a vu que les enseignants invitaient les jeunes filles à pratiquer, mais les jeunes filles, elles essayent de faire. Mais elles ont moins de force, elles ont des petites fatigues, elles font différemment. Elles sentent parfois qu'il y a beaucoup d'écoulement, donc elles ont besoin d'aller rapidement aux toilettes pour vérifier si ça coule pas. Les jeunes filles, elles essayent aussi d'intérioriser et réduire la douleur. Donc elles essayent d'oublier. Et certains sports, parfois, eh bien, elles n'y arrivent pas parce que ça fait mal. Donc c'est normal parfois de voir des jeunes filles en demi-fond au début de l'année se mettre sur le côté, parce que quand on a des jeunes filles qui sont très sensibles, eh bien la percussion des foulées, surtout qu'on voit certains élèves, on va pas se mentir, qui ont des foulées quand même à corriger, à travailler, avec un pied très très lourd, quand ces jeunes filles elles courent comme ça, eh bien ça renforce les douleurs. Donc c'est difficile pour elles de se concentrer, parfois elles sont pliées en deux, des fois elles prennent des médicaments juste avant d'aller en EPS pour pouvoir faire le cours d'EPS. Et puis, ces jeunes filles, elles essayent de camoufler. L'objectif, c'est d'éviter la tâche. Alors, dans un autre cours, j'ai une jeune fille, le mois dernier, qui a fait un entretien avec moi et qui m'a dit « J'ai senti l'écoulement arriver, j'étais en cours de maths, la prof, je lui ai demandé 3 fois d'aller aux toilettes, elle ne m'a pas laissée aux toilettes. Au bout de la 3e fois, j'étais très insistante, elle a accepté, il restait 5 minutes de cours, je me suis levée, la chaise était remplie de sang. Elle m'a demandé d'essuyer ma chaise avant d'aller aux toilettes. Bon, je pense que là, si on avait un petit peu discuté en formation initiale de cette question, il y aurait peut-être eu une approche un petit peu différente. C'était d'une extrême violence pour ces jeunes filles. Ça arrive qu'il y ait la tâche. Elles, des expériences comme ça, elles n'ont juste pas envie que ça arrive en EPS non plus. Et en fonction des enseignants, eh bien, il y a des stratégies qui sont mises en place. Ça arrive de temps en temps. En tout cas, les jeunes filles ont besoin souvent d'aller aux toilettes, elles ont besoin de se rassurer, elles mettent des vêtements sombres, elles ont besoin d'être accompagnées. Autre élément, tout à l'heure je vous ai parlé des interactions avec les enseignants. Eh bien, les jeunes filles ne disent pas clairement qu'elles ont leurs règles, pas toutes. Certaines osent le dire quand elles gagnent un petit peu en maturité. À la période de la ménarche, en général, elles disent qu'elles se sentent pas trop bien, elles disent qu'elles se sont fatiguées, mais elles n'osent pas toujours dire qu'elles ont leurs règles. Elles trouvent ça indiscret, et puis surtout, ce qu'elles n'aiment pas, c'est que finalement, quand elles ont parfois des réactions un petit peu exacerbées, émotionnellement exacerbées, eh bien, elles entendent des réflexions du style « t'as tes règles ou quoi ?» Donc quand elles ont véritablement leurs règles, eh ben, elles n'osent pas le dire, parce qu'elles n'ont pas envie d'entendre cette réflexion-là ou d'avoir un regard un petit peu particulier, vous voyez, lors de leur activité. Alors, nous, notre objectif, c'est de prendre en compte le vécu des jeunes filles menstruées. Et clairement, les jeunes filles, elles ont incorporé ça depuis qu'elles sont nées, finalement, à travers leur socialisation et leur éducation menstruelle auprès des familles, mais aussi dans la sphère sociale. En général, les jeunes filles se passent discrètement les protections hygiéniques de main à main. On ne les met pas en plein milieu, dire tiens, vas-y, d'accord ? Et donc il y a ces normes de discrétion qui ont été mises en évidence par Valérie. Il y a des normes vis-à-vis du corps des femmes et du fonctionnement de leur corps et du fonctionnement menstruel. Et quand j'ai fait l'entretien avec cette jeune fille, j'ai particulièrement apprécié son regard sur la question. Par rapport au port du tampon, elle me dit « Mais est-ce que j'ai besoin d'être totalement une femme ? Est-ce que j'ai besoin tout de suite de porter un tampon ? Parce qu'en EPS, on va en natation, j'ai mes règles et il faudrait que je mette un tampon. » Donc la question qui se pose, c'est d'un côté, peut-être qu'il faut considérer le corps de la jeune fille et visibiliser, normaliser la question des menstruations, mais d'un autre côté, est-ce qu'on doit attendre d'elle tout le temps la même production que les autres à un moment un peu particulier et qui chamboule quand même, je dirais, le vécu des jeunes filles. Donc, avec Brice Fabien Brosini, dans le cadre de cet article, on propose de réfléchir un petit peu à la formation initiale des enseignants et des enseignantes
visibiliser le vécu menstruel et peut-être accompagner les enseignants pour découvrir un corpus de connaissances. En sciences de la vie, c'est peut-être accompagner les enseignants et les futurs enseignants à comprendre le fonctionnement menstruel. Pas que dans la performance, mais de manière globale. Donc les effets de la pratique, les effets de la menstruation, et puis avoir une approche aussi plutôt en sociologie pour déconstruire certaines idées reçues, déconstruire certaines croyances et comprendre qu'il y a des vécus menstruels qui sont singuliers et hétérogènes. Deuxième piste, et notamment quand vous préparez les concours, c'est peut-être un petit peu de réfléchir à comment on pourrait avoir des pratiques professionnelles partagées, construire de réels gestes professionnels pour accompagner les jeunes filles, pour avoir la bonne posture, pour limiter aussi les questions de gêne, parce que les enseignants hésitent entre professionnalisme et laisser la part d'intimité des jeunes filles. Donc c'est peut-être dialoguer avec les familles, poser des mots sur ce truc de filles en début d'année avec les jeunes filles, pour créer cette relation de confiance. Donc établir une relation bienveillante, s'assurer qu'il y ait des protections hygiéniques qui soient accessibles, et puis comprendre aussi le vécu menstruel des jeunes filles, puisqu'elles n'ont pas tout le temps mal, elles ne sont pas tout le temps, je dirais, dans les mêmes dispositions en fonction des cycles menstruels. Et l'enjeu, c'est de réfléchir à comment on peut, toutes et tous, adopter une posture d'ouverture et de dialogue pour avoir un accompagnement des jeunes filles dans le cadre de l'EPS. Je te laisse. Donc on a fini, juste quelques points de synthèse. Donc nous, notre proposition aujourd'hui, c'est d'assumer un engagement féministe avec les 3 aspects qu'on a évoqués: lutte contre les inégalités, prise en compte des vécus corporels et travail à la déconstruction d'une relation d'objectalisation avec soi-même. Donc il y a très peu de propositions professionnelles en lien avec le PS féministe. Il y en a une là de Bastien Trubidard que je vous mets. Et donc l'enjeu, c'est d'utiliser les ressources propres de l'EPS, c'est-à-dire l'apprentissage des techniques, l'apprentissage des savoir-faire perceptifs, pour aller travailler justement à cette construction par les élèves d'une relation vis-à-vis d'eux-mêmes, en se traitant comme des sujets et non pas comme des objets, en apprenant à se connaître et pas forcément à se dissimuler ou à se traiter comme une chose. Et pour ouvrir, j'aimerais simplement dire que le schème qui consiste à se traiter comme un objet, il peut être associé à d'autres rapports au monde sur ce même mode de l'objectalisation. Quand on se traite soi-même comme un objet, on peut avoir tendance à traiter l'autre aussi comme un objet. Et le masculinisme, c'est le meilleur exemple de ces schèmes qui s'appliquent à différents aspects du monde. Quand on se traite soi-même comme un objet, on a tendance à traiter l'autre comme des objets également. Et c'est le cas quand on parle d'avoir des conquêtes. Donc les masculinistes, ils adorent leur body count, c'est vraiment très très important. Et on travaille après sur des relations qui ne sont pas des relations de sujet à sujet, mais de domination. Et quand on se traite soi-même comme un objet, quand on traite l'autre comme un objet, pourquoi on ne traiterait pas aussi l'environnement comme un objet? Quand on dit « j'ai conquis tel sommet », dans la relation à la nature, on est clairement sur un rapport de la nature, l'environnement est un objet. Donc de notre point de vue, il y a vraiment un travail transversal à faire quant à la façon d'entrer en relation avec le monde, qu'il s'agisse de soi-même, des autres ou de l'environnement. Aujourd'hui, on a travaillé sur le rapport essentiellement à soi-même, mais c'est des schèmes qui, de notre point de vue, doivent être envisagés comme un système. On arrêtera là et on vous remercie de votre attention.